Bonjour à tous. Donc, je suis Cyril Duflou, référent semences à la Chambre d'agriculture du Cher. Donc, je suis aujourd'hui l'animateur de ce webinaire. Je vous remercie d'être présents. Vous êtes nombreux à être connectés et vous continuez à vous connecter. Donc, merci. Donc, cet événement est organisé dans le cadre du CAF Filière Semences de la région Centre-Val de Loire. Et ce webinaire est consacré aujourd'hui aux productions de semences fourragères et de protéagineux. Donc, on a une intervenante, donc c'est Marion Boubiala de la FNAMS, qui va nous faire une présentation sur ces productions-là. Et ensuite, donc nous avons deux agriculteurs qui vont témoigner, donc des agriculteurs multiplicateurs. Donc, on a Noël et Michael Boite du département du Loir-et-Cher. Et on a Arnaud et Anne-Gaëlle Espagnol du Cher. J'espère qu'ils vont réussir à se connecter. Je vais voir ça. Donc, concernant les aspects techniques, donc, vous avez vu vos micros et caméras. Alors, vos micros, en tout cas, ont été coupés. Vous pouvez poser vos questions. Donc, justement, il faut que vous posiez vos questions. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter ici, la méthode. Voilà, pour pouvoir poser vos questions. C'est ici, parfait. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais en haut à droite, vous avez chatté. Donc, vous pouvez cliquer sur chatter. Donc, il y a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Et à cet endroit-là, vous pouvez vous poser vos questions. Pour l'organisation de ce webinaire, c'est mieux que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure. Comme ça, moi, je peux les récupérer et on pourra répondre à vos questions donc, à la fin des présentations. Je vous remercie beaucoup et je vais laisser Marion Boubiala donc intervenir et faire sa présentation. Donc, bonjour à tous. Donc voilà, ce matin, on va parler semences, fourragères et protéagineux. Alors, bon, c'est des webinaires d'une heure, c'est assez court pour parler de ces deux grandes familles. De plus, nous avons souhaité faire intervenir des agriculteurs multiplicateurs pour qu'ils puissent témoigner de leur production, pourquoi ils sont partis sur ces cultures-là, pourquoi ils en font, qu'est-ce que ça leur apporte. Du coup, moi, c'est plus en guise d'introduction, en fait, où je souhaitais vous faire un petit point sur la production de semences de ces espèces-là en région centre. Alors, on va commencer par parler des semences fourragères, et puis après, je ferai un petit point sur les semences de protéagineux. L'objectif, c'est que ma présentation dure 10-15 minutes, pas plus, pour laisser le temps donc, au témoignage des agriculteurs, et puis après que vous puissiez leur poser toutes les questions. Donc déjà pour commencer, un petit zoom. Je vais ça. Ah, c'est bon là. Donc un petit zoom sur les surfaces en fait, quelles légumineuses fourragères quelles semences fourragères sont multipliées en région centre. Donc voilà, donc je commence par les légumineuses fourragères. Donc, vous avez les 6 départements, c'est les hectares, en fait, tout ça. Donc, vous avez les 6 départements de la région centre et donc les 4 grandes espèces, enfin, légumineuses fourragères, donc luzerne, trèfle violet, trèfle incarnat et vesse commune. Cyril, j'ai Monsieur l'Espagnol qui est en train d'essayer de me contacter sur mon portable, donc il doit avoir un souci. Je te laisse gérer ça. Oui. Donc voilà, donc on voit que, alors ça c'est des chiffres 2019, je n'avais pas encore les espèces, enfin les infos du CNIS pour 2020. Du coup, il y avait en 2019 3300 hectares de luzerne, 2700 de trèfle violet, 600 de trèfle incarnat et 260 de vesse commune. Donc quand on regarde, si je prends les deux premières grandes espèces, on voit qu'ils étaient quand même principalement situés sud-Loire au niveau de la région. Donc la luzerne, beaucoup dans l'Indre et dans l'Indre-et-Loire, troisième département après au niveau du Cher, et idem pour le trèfle violet avec 850 hectares dans l'Indre, 634 dans le Cher et 623 dans l'Indre-et-Loire. Au niveau de l'évolution des surfaces, donc j'ai pris sur les 10 dernières années en fait en région centre.
c'est toujours des chiffres avec 2019, mon dernier point de référence. Donc en fait, les surfaces se sont maintenues à peu près autour de 6000 hectares en fait, jusqu'en 2014. Et puis après, donc, on a connu une forte augmentation des surfaces pour monter jusqu'à 12 000 hectares. Donc là, on avait quasiment doublé en 4-5 ans les surfaces suite à des fortes demandes pour ces espèces-là. Bon, depuis 2 ans, les surfaces tendent à diminuer. Donc là, en 2020, on était quasiment revenu aux 6000 hectares qu'on avait avant. Plusieurs choses rentrent en jeu, en fait. Sur certaines espèces, il y a eu des problèmes de production. Enfin, l'année 2019 a été assez compliquée avec les 2 grosses canicules qu'on a eues au mois de juin-juillet, des problèmes de gestion de ravageurs aussi, notamment. Au niveau graminées, alors graminées, vous voyez, on est à 700 hectares au total, toute espèce, tout département confondu, alors qu'on était à plus de 6900 là, pour les légumineuses. Donc, une production un peu moins de surface sur ces espèces-là. On a quand même presque, alors c'est quasiment que 2 espèces qu'on a en région centre, on va dire, c'est les dactyles et la fétuque élevée. On a quasiment 300 hectares de dactyles, principalement, dont un tiers dans le Loir-et-Cher, et 285 hectares de fétuque élevée, donc un peu plus de la moitié dans l'Indre-et-Loire. Un petit peu de régras après, et quelques hectares par-ci par-là de fétuque rouge. Alors là, au niveau des surfaces, en fait, voilà, depuis les 5 dernières années, en fait, on est sur alors c'est pas une forte augmentation, mais tous les ans, il y a quelques hectares de plus au niveau des surfaces. Voilà, donc ça c'était le premier point que je voulais voir avec vous sur les espèces qui étaient multipliées en région et où on en était au niveau des surfaces. Je souhaite aussi faire un petit point sur les normes de certification des semences fourragères. Donc ça, ces infos-là, pour ceux qui étaient là hier après-midi, en fait, sont issus des règlements techniques de la production de semences. Et donc la production de semences, il y a donc à la fois un objectif de quantité sur le rendement et de très gros objectifs sur la qualité des semences. Parce que bon voilà, déjà là, au niveau de la faculté germinative, forcément c'est des semences que vous produisez, donc il faut qu'elles puissent germer après. Donc pour les graminées, dactyles et fétuques, on est à 80% de faculté germinative minimum. Et donc 80 pour le trèfle violet et luzerne et 75 pour le trèfle incarnat. La pureté spécifique aussi, c'est également hyper important. Donc on est à 90% du poids pour le dactyle, 95% pour la fétuque et 97% pour les légumineuses. Ce que je tiens aussi le point sur lequel je voulais insister, en fait, c'est les teneurs maximales en semences d'autres espèces de plantes. Donc on est en pourcentage du poids, enfin, sur les échantillons qui sont analysés, où on est à une norme en fait de certification sont à 1,5% du poids de l'échantillon. C'est pas beaucoup, surtout que pour une espèce, on a 1% maximum pour une seule espèce. On est à 0,3% en chien-dent et 0,3% en vulpin en fait sur dactyle et fétuque. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus parce que comment dire, ces normes-là, enfin le respect de ces normes-là, en fait, au niveau des lots que vous produisez, en fait, vont influer directement en fait sur votre rémunération. Déjà sur est-ce que le lot sera accepté en production de semences ou pas, et et puis votre niveau de rémunération. Donc très important en fait la gestion du désherbage, du choix de la parcelle, notamment sur les graminées. Il faut absolument éviter des parcelles qui seraient infestées de vulpins et autres graminées adventices avant la mise en culture. Un petit peu pareil pour les légumineuses, en fait, on est aussi sur 1,5% du poids, avec 1% pour une seule espèce et 0,3% pour le mini-lot. Donc voilà, très important d'avoir ça en tête en fait quand vous produisez. Et donc après, donc je vais parler un tout petit peu de la luzerne semence. Donc on a des agriculteurs qui vont intervenir tout à l'heure
qui produit de la luzerne semence. Mais voilà, je voulais refaire un petit point avec vous sur cette espèce-là. Je n'ai bien évidemment pas le temps de passer les itinéraires techniques de toutes les fourragères. Voilà. Il y a un micro à couper, voilà, merci. Donc la luzerne, en fait, c'est l'espèce fourragère qui est la plus multipliée en France, et quasiment la plus commercialisée au monde. C'est une légumineuse pérenne qui fixe l'azote atmosphérique. Donc l'avantage, comme c'est une légumineuse pérenne, en fait, en général, elle reste dans les parcelles de production 2 à 3 ans. Donc elle convient bien sur les sols, on va dire, argilo-calcaires. Et attention quand même au sol qui ressuie mal, elle est assez sensible aux excès d'eau. Et donc, bon, la luzerne a un pivot qui est assez fort et qui peut aller, on va dire, en profondeur, mais il faut que la préparation du sol en fait lui permette de s'enraciner normalement. Les intérêts de cette culture, donc déjà, bon, c'est une légumineuse, donc c'est une bonne tête de rotation. Elle restitue à peu près 60 unités par hectare pour les cultures suivantes. Et son puissant système racinaire en fait permet un vrai travail du sol non mécanique en fait sur les parcelles. Comme je le disais, c'est une implantation pour 2-3 années de production. Donc c'est vrai que les frais d'implantation, enfin il y a des frais d'implantation la première année, mais du coup pas les 2 ou 3, pas l'année suivante ou la deuxième année non plus. Et on peut valoriser l'après-coupe, donc l'après-coupe j'en parlerai juste après. Alors, il y a quand même des contraintes à cette culture-là, et notamment, c'est le poids des aléas climatiques, en particulier autour de la floraison et de la récolte. De la floraison, parce que, alors pour plusieurs raisons, c'est le moment où se forment les graines. Donc, si les conditions sont extrêmes, avec des températures beaucoup trop élevées, comme on l'a pu connaître en 2019, en fait, ça peut provoquer un avortement des graines. C'est aussi une culture, en fait, qui a pollinisation entomophile, ce qui fait que si elle fleurit pendant, alors la floraison est assez longue, mais s'il y a des grosses périodes de pluie, de mauvais temps, de températures assez fraîches, en fait, les pollinisateurs ils vont beaucoup moins bien travailler. Donc voilà, et puis au niveau de la récolte également, donc c'est vrai que la récolte, donc on n'a plus de produits dessicants sur cette culture-là. Il faut faire soit une récolte en direct, soit par un fourchage, puis un endainage. Et donc, c'est une période en fait où s'il y a des problèmes météo, enfin des intempéries, ça peut poser souci. Et donc, comme je vous le disais, les normes le lot doit répondre aux normes de certification, notamment en ce qui concerne la pureté et les facultés germinatives. Donc voilà un petit peu, pour récapituler, un itinéraire technique assez générique de la luzerne. Donc c'est une espèce qu'on peut semer en sol nu, on va dire sur fin août, début septembre. Alors en région centre, il se fait de plus en plus de semis sous couvert, notamment sous couvert de tournesol. C'est vrai que ces dernières années, on a eu des gros soucis de sécheresse, de fin d'été, et donc des difficultés d'implantation. Donc un semis au mois de mars-avril permet de bénéficier de conditions qui sont quand même meilleures. Donc voilà, une pré-coupe dans nos régions sur fin avril, début mai. Cela permet notamment en fait d'homogénéiser la végétation et donc la montée en fleurs pour avoir une floraison assez homogène et donc des maturités des graines assez homogènes également. Et donc une récolte en fait qui se fait en général sur fin août, début septembre. Donc voilà pour la partie semences de fourragères. C'est assez court. Donc Monsieur l'Espagnol tout à l'heure nous reparlera de la luzerne. On va faire un point un peu équivalent en fait sur les semences de protéagineux. Alors, un petit point surface et évolution des surfaces. Donc, sur les 10 dernières années, toujours en région centre. Donc là, sur les févroles et sur les pois. Donc, on est bien sur les pois protéagineux dans ces chiffres-là et pas les pois potagers ou fourragers. C'est vraiment les surfaces en pois protéagineux. Donc, on est pour les deux espèces, on est à un peu
un peu moins de quasiment 900 hectares en région centre. Donc en fait, si je regarde la répartition par département, on en a un bon quart qui sont situés dans le Cher, un autre quart dans l'Eure-et-Loir. Après, 160 hectares dans l'Indre-et-Loire. Et après, donc, un petit peu dans chaque département, mais voilà, surtout la moitié des surfaces pour le 18 et le 28. Les févroles, c'est un peu plus, enfin, réparti différemment. On retrouve en fait une grosse production de 272 hectares dans le Cher. Par contre, là, il n'y a presque pas de févroles dans l'Eure-et-Loir. C'est le deuxième département, donc c'est le 36, l'Indre. Et après, de nouveau, on trouve l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Donc voilà un petit peu au niveau des répartitions. Donc les févroles les surfaces en févrole en fait sont en augmentation chaque année. Voilà, les surfaces de poids, c'est vrai que on a des fluctuations interannuelles en surface de multiplication qui sont assez importantes, notamment parce que ça suit les surfaces implantées en fait en culture de consommation. Donc on est assez tributaire de ça. Donc, comme tout à l'heure, quelques normes de certification, en fait. Donc, une faculté germinative à avoir de 80%. Alors là, au niveau des puretés spécifiques, on est à 0,3 ou 0,5% selon si on est sur des semences de base ou des semences certifiées en pourcentage du poids. Donc, toujours le mélilo à éviter. Et donc, des normes également sur les rumex, fol avoine, mélilo et cuscul qu'il faut absolument éviter d'avoir dans ces parcelles. Voilà, ça peut entraîner le refus d'un lot si on trouve ces semences-là en fait, dans les lots récoltés. Donc alors quelques infos supplémentaires sur le choix des parcelles, donc voilà, qui sont que vous choisissez en concertation avec les techniciens d'établissement semencier. En fait, comme toute comment dire, production de semences, en fait, il y a des distances d'isolement à respecter en fait, entre deux parcelles de la même espèce. Donc voilà, donc par exemple, sur des semences de base en févrole, si on est sur une parcelle de 2 hectares, en fait, il faut plus de 100 mètres entre une autre parcelle de févrole. Certains précédents aussi sont interdits, comme la veste, le lupin, enfin tous les protéagineux en général sont interdits en précédent ou dans les 3 dernières années précédant la culture. Après, d'un point de vue agronomique, hein, c'est comme en culture de conso, enfin, si on pouvait se garder 5 ans minimum entre 2 protéagineux pour la gestion des maladies du sol notamment, ce serait mieux. Et là, en fait, je vais vous parler. Donc, c'est vrai que les itinéraires techniques entre un poids semence ou un protéagineux semence ou consommation sont quand même assez proches par rapport à d'autres espèces. Là, j'ai voulu faire un petit zoom en fait sur la partie récolte, parce que la récolte, donc, c'est vraiment une étape clé de la production de semences, parce que déjà, ça joue dans la pureté des lots. Pour éviter d'introduire des impuretés en fait, qui pourraient être intriables dans notre semence. Donc ça peut être, si je détaille après, voilà. Donc le nettoyage de votre machine en fait est quand même primordial. C'est là où on évite les pertes. Donc là le stade, la récolte au bon stade en fait avec une machine bien équipée est vraiment excusez-moi. Voilà, normalement c'est revenu. Donc la qualité germinative en fait est vraiment dépendante des conditions de récolte, du stade et de la qualité de la récolte. Le stade est vraiment important en protéagineux, alors pour plusieurs raisons. Déjà, il y a des risques d'égrainage au sol, voilà, de verse également, donc ça, voilà, on sait tous que les pois ça verse à la fin. D'autant plus si on a des intempéries en fait qui peuvent vraiment plaquer la végétation au sol. Et il faut savoir que donc, plus la teneur en eau est basse, donc plus la semence est fragile. Donc ça paraît
ça paraît logique, mais c'est très important parce que plus la semence est fragile, en fait, plus elle peut être endommagée lors de la récolte. En fait, quand elle va passer dans votre machine, dans le batteur, le contre-batteur, par les goulottes, passer dans la benne, dans tous les éléments de triage, en fait. Et une teneur en eau trop basse, en fait, va faire des micro-fissurations qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, mais qui peuvent entraîner des pertes de facultés germinatives. Donc attention à la récolte. Donc au niveau du stade, en fait, on est sur à peu près 18 à 20% d'humidité lorsqu'on déclenche la récolte. Donc là, c'est toute la parcelle à virer au jaune, en fait, avec quelques traces de gousse verte. Et alors attention, en fait, cette période optimale, en fait, c'est très court, parce que quand on est au mois de juillet et qu'il fait très beau, en fait, on peut perdre 3 à 6 points par jour. Donc ça peut aller vraiment, vraiment très très vite. Donc pour vous donner un peu un repère visuel, voilà, ça c'est pour avoir une teneur en eau des graines en fonction de la couleur des tiges, si elle est vert foncé, vert clair, ou plutôt jaune, et la couleur d'écosse, en fait, ça peut permettre déjà de savoir où on se situe, au niveau de la teneur en eau des graines. N'hésitez pas également à faire des mesures de teneur d'humidité, en fait, directement de graines. Bon, j'ai beaucoup parlé de la récolte du pois, mais sur la févrole, c'est un peu pareil. On est aussi sur les mêmes teneurs en eau, des graines. Alors par contre, c'est plus difficile en fait en févrole de se repérer visuellement, en fait, d'avoir un stade visuel, sachant qu'en fait l'écosse vire au noir quand on est encore quand on passe de 40 à 30% d'humidité. Donc il faut aller voir dans les graines ce que ça donne. Donc pareil, un échantillon, une mesure d'humidité sur un échantillon en fait permet de vraiment détecter le bon stade de récolte. Voilà, et puis donc une dernière diapo sur la récolte des pois. Voilà, sur la pureté des lots. Alors vraiment attention au nettoyage de la machine, surtout si vous récoltez plusieurs variétés de la même espèce. Ne pas hésiter à détourer les parcelles si elles sont vraiment, s'il y a des shunts qui sont vraiment trop enherbées ou en mauvais état. Un manchon au niveau de la goulotte en fait permet également d'accompagner la chute des grains et de limiter en fait la hauteur en fait, de chute des grains dans l'ébène et donc de limiter les chocs. Et puis il faut toujours manipuler le produit, ces grosses graines en fait avec précaution quand on reprend l'état, quand vous manipulez. Donc voilà. Donc il y a mes collègues, ils ont rédigé un guide en fait qui s'appelle la récolte des semences. Je fais un petit coup de pub, qui est disponible en fait en téléchargement gratuit sur le site de la FNAMS, où en fait vous pourrez retrouver tous les réglages de moissonneuse, notamment tout ce qui est vitesse de rotor, écartement, batteur, contre-batteur, en fonction des différents types de machines, si c'est des axiales, des rotors, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce guide-là. Ça peut vraiment donner des informations précieuses, surtout si vous. Alors, il y a toutes les semences, il n'y a pas que les semences de protéagineux, mais il y a toutes les semences. Donc, si vous débutez dans une espèce, n'hésitez pas à aller voir voilà, sur le site de la FNAMS, enfin, ce guide de récolte. Ok, donc on va continuer donc sur les témoignages. Donc il y a très peu de questions, donc je vous encourage vraiment à poser vos questions au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, hein, moi je lirai vos questions pour que les intervenants et aussi les agriculteurs puissent vous répondre. Donc sur le témoignage, on va commencer par Noël et Michael Boite. Voilà. Donc on va activer son micro. Donc au nom de Michael, Marion, je ne sais pas si tu peux. Ah, alors attends. J'ai pas la main dessus. Oui. Hop, je cherche. Je ne le vois pas dans la liste. C'est Michael, tout simplement. Nickel. Alors. Donc je vais commencer en attendant à présenter juste Ah, ça y est.
l'entreprise. Donc, c'est une exploitation familiale. Donc, père et fils, hein, Noël et Michael, donc qui est située donc sur la commune de Marais dans le Loir-et-Cher. Voilà. Donc, Michael, est-ce que vous nous entendez? Voilà. Normalement, c'est bon. Est-ce que vous nous entendez? Ah bah, on l'entend pas. Est-ce qu'il a activé son micro de son côté? Je sais pas. Alors, il faut Non. vous cliquer sur micro en bas. Alors sinon, à la limite, on peut passer la parole peut-être à Monsieur l'Espagnol et je te laisse voir avec lui pour qu'il nous appelle au téléphone en fait avec le numéro de la visio pour qu'on Ça l'entende bien. marche. Alors, donc, Est-ce que Mandiael, vous m'entendez là, c'est Arnaud. oui, on vous Très entend bien. très bien. Bon, je vous laisse causer là. Donc, juste pour introduire, hein, donc, Mandiael et Arnaud l'Espagnol, donc l'exploitation en polyculture élevage bovin-viande, donc sur la commune de Nohant-en-Goût. Et je vous laisse discuter un petit peu des semences que vous produisez. Et moi, j'ai fait une petite synthèse des points techniques clés, donc pouvoir aussi rebondir dessus. D'accord. Donc, effectivement, sur l'exploitation, c'est une exploitation de base de grande culture avec en production sèche, sans irrigation. Par contre, on a depuis notre installation toujours essayé de développer des productions de semences et du coup, on s'est intéressé à la production notamment de pois potagers, de lentilles, de pois protéagineux, de févrole, tout ce qui est protéagineux. Et puis aussi en luzerne, à partir du moment où on a réintroduit l'élevage aussi sur exploitation, parce qu'il y a des ponts qui peuvent se faire entre la production de semences et la production de fourrage. Et puis là dernièrement, on vient d'implanter aussi de la production de fétuques élevés, semences aussi. Donc là, je pensais plus témoigner aujourd'hui sur les points clés sur ces productions. Donc effectivement, il faut toujours avoir en vue d'un côté la pureté spécifique, c'est-à-dire déjà que le résultat soit de produire exclusivement l'espèce demandée. Donc effectivement, ça demande un peu de rigueur déjà sur l'implantation avec au niveau du matériel de semis, bien le nettoyer pour avoir des graines qui restent sur les châssis ou autres pour que quand on sème une espèce semence, on se retrouve avec des graines qui peuvent tomber du matériel. Alors c'est vrai qu'avec certains semoirs où il y a des rouleaux avec de la terre qui colle autour, tout ça, ça peut poser problème. Et puis après, il y a l'aspect au moment aussi de la récolte où effectivement, c'est très important, bien vérifier le nettoyage de tout le matériel, la chaîne de récolte, de la moissonneuse au remorque et puis aussi au lieu de stockage, quoi. Voilà. Après, sur le stockage, suivant les espèces, quand on est sur des espèces petites graines de type fétuque ou luzerne, derrière le stockage peut nécessiter de petits allotements. La luzerne, par exemple, on la récolte et on la met directement en big bag et on ventile dans les big bags. Donc ça permet aussi de bien séparer la production des autres productions qu'on peut stocker sur la ferme. Par contre, sur ce qui est protéagineux, pois, févrole, là, c'est ce que Marion a dit tout à l'heure, c'est des graines fragiles et du coup, faut bannir toutes les installations de transfert où il y a des grandes chutes. Alors, type, passer par une fosse, un élévateur, c'est pas ce qu'il faut. Passer dans des vis, c'est pas ce qu'il faut. Et du coup, là, le stockage à plat s'impose, quoi. Voilà. Sur l'itinéraire technique, donc moi j'ai noté 3 points. Donc pour commencer, l'implantation. Donc sur les implantations, Marion l'a un peu évoqué sur les petites graines type luzerne. C'est vrai qu'au départ, il y a 10 ans, on ne se posait pas de questions, on implantait ça au mois d'août. Avec les boîtes de semences, c'était aussi beaucoup plus facile parce qu'au mois d'août, ils finalisaient leur plan de production pour les années suivantes. Donc, c'est un peu plus facile d'avoir
des surfaces et puis d'ajuster en fonction des parcelles. Et puis, depuis 2016, là, on a quand même eu des étés assez compliqués sur le mois d'août, septembre notamment, et de pouvoir réussir des implantations de ces petites graines sur ces mois-là. Donc, c'est vrai que là-dessus, on a évolué, on s'est intéressé au semis sous couvert. Donc, le semis sous couvert, on l'a pratiqué sous tournesol. Alors, sur tournesol, là, pour le moment, on n'a que de la réussite dans l'implantation de la luzerne. Par contre, derrière, c'est la concurrence avec le tournesol qui n'est pas facile à gérer. Donc, récolte tournesol 2019, ça s'est encore pas trop mal passé. On a fait un rendement correct en tournesol. Par contre, récolte 2020, là, on était sur des parcelles beaucoup plus superficielles. Et là, la récolte de tournesol, on a banni. Bien souvent, quand on fait des doubles cultures ou qu'on implante une culture sous une autre, faut toujours revoir un peu les densités de semis et forcément pas partir avec l'objectif de faire le même rendement que si on n'était pas une culture dessous. Par contre, le gros avantage, c'est d'avoir pour l'année suivante une culture sous couvert qui soit vraiment bien implantée et qui, dès la première année, peut permettre de faire un rendement plein. Donc ça, c'est les points sur lesquels il faut un peu évoluer. Après, sur les protéagineux, ça dépend si on est sur des protéagineux culture d'hiver ou culture de printemps. Sur les protéagineux culture d'hiver, là, au niveau des temps d'implantation, on a quand même des fenêtres qui sont sur 1 ou 2 mois pour pouvoir les implanter. Donc ça, c'est un peu plus souple. Par contre, quand on est sur des semis de culture de printemps, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'avoir le choix entre choisir le moment où on va avoir un sol bien essuyé pour vraiment ne pas impacter la structure du sol. Et par contre, quand on est en culture sèche, sans irrigation, j'essaye toujours d'avoir en objectif une floraison qui arrive début mai. Donc, pour avoir des floraisons début mai, ça veut dire qu'il faut implanter des pois, par exemple, au 15 février, pour arriver à avoir une floraison qui va tomber début mai sur une période où, en général, dans le Cher, on a de l'eau qui arrive par à coude dans la première quinzaine de mai. Voilà. Et puis ensuite, des cultures protéagineuses comme des pois sont aussi très sensibles aux coups de chaleur qu'on peut avoir et qui peuvent arriver au 25 mai ou début juin. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que suivant les types de sols qu'on a sur l'exploitation, il y a des parcelles où on s'engage sereinement sur des cultures de printemps et d'autres parcelles où c'est un peu plus compliqué de s'engager à faire des semis dans de bonnes conditions au mois de février. Après l'implantation, c'est le point maîtrise du désherbage. Donc sur la maîtrise du désherbage, effectivement, comme je l'ai dit, c'est vraiment à la fin de pouvoir récolter et n'avoir que l'espèce primo qui soit rendu à l'établissement semencier qui vous a confié le contrat. Et puis après, par rapport à des mélanges de variétés ou des isolements, là, c'est plus lié soit aux précautions qu'on aura prises avec le matériel pour qu'il soit bien nettoyé lors du semis, lors de la récolte, ou après, c'est par rapport à la rotation qu'on avait. Après, les plantes de protéagineuses, c'est pas des plantes qui font beaucoup de repousses dans les années suivantes, c'est pour ça le plus compliqué à maîtriser. Après, sur les espèces luzerne ou surtout de graminées, là, ça devient un peu plus compliqué d'avoir la pureté spécifique, notamment avec les adventices. Et par rapport à ces points-là, donc niveau désherbage, nous en exploitation conventionnelle, c'est vrai qu'on se basait beaucoup sur la chimie, mais sur la luzerne, par exemple, ça fait plus une douzaine d'années qu'on passe par exemple du vibro l'hiver qui permet aussi d'avoir un bon effet sur pas mal de dicotes qui peuvent s'implanter en entrée d'hiver et que finalement on arrive à bien détruire
avec le vibro. Et puis sur des cultures qui sont implantées sur plusieurs années, comme la luzerne, ça permet aussi de maîtriser pas mal les ravageurs comme les mulots, quoi, et de casser leur galerie et de pas mal limiter le développement de ces populations. Et ça, c'est aussi des points qui sont pas à négliger, quoi. Les hivers où on a plutôt des hivers secs et tout ça, les mulots se développent beaucoup, des hivers où il y a plein d'eau en général, ça limite quand même leur développement et l'aspect mécanique est intéressant. Alors aujourd'hui, sur la ferme, on travaille avec Vibro, RC-Tri. RC-Tri, par exemple, sur les cultures de févrole, c'est quelque chose qui nous permet de faire une bonne partie du désherbage aussi, avec des févroles qui vont être semées à cette période-là, assez profond. Elles vont mettre 1 mois et demi avant de sortir du sol. Ça nous laisse l'occasion de passer 2-3 coups d'RC-Tri avant de les voir sortir du sol, quoi. Et puis demain, ça sera peut-être le binage. Et puis ensuite, le dernier point, c'est la partie récolte. Alors là, comme je vous l'ai déjà dit, il y a toujours l'aspect propreté du matériel. Le fait, Marion vous l'a décrit, avec le fait qu'on est sur des graines fragiles en protéagineux, donc c'est les techniques que Marion a dit. Et c'est vrai que de récolter à 18-19 d'humidité, c'est pas un problème sur ces graines-là, parce que c'est aussi, une fois que c'est en tas, des graines qui se ventilent très bien, où l'air circule bien dans tout le tas, et c'est pas un souci après pour pouvoir redescendre l'humidité rapidement derrière sur les mois de juillet ou d'août pour la févrole. On a toujours des conditions d'air bien sec pour pouvoir ventiler et air sécher ces semences sans problème, quoi. Je vais parler de ça. Après, effectivement, avec le climat, c'est quand même compliqué pour avoir une régularité dans les productions. Alors, dans le Berry, on sait bien que sur févrole, c'est assez aléatoire parce qu'on a une floraison qui n'arrive pas début mai, mais qui arrive plutôt sur fin mai, juin. Donc là, c'est un peu plus compliqué suivant les années. C'est pour ça que normalement, ça devrait rester plutôt en type de terre avec un peu plus de réserve utile que des sols superficiels. Les points sur ces protéagineux, c'est le côté insecte ou au niveau bruche, où on se retrouve qu'on avait des matières actives qui étaient efficaces il y a encore une dizaine d'années qui ont été supprimées. Ensuite, on a cru trouver un peu une solution dans les néonicotinoïdes. Et puis, vous le savez très bien qu'aujourd'hui, ces produits sont plus sur le marché. Sur légumineuses telles la luzerne, c'est pareil. On a d'autres types d'insectes qui peuvent nous embêter, comme les ticus, qui sont des insectes qui sont apparus il y a une dizaine d'années. Maintenant, sur le Berry, ils sont bien présents. Alors c'est pareil, on avait les néonicotinoïdes pour s'en occuper, et maintenant c'est supprimé. Au niveau de la FNAMS, ils travaillent là-dessus. Il y a des tests avec d'autres matières actives, des matières actives aussi, le spinosate qui vient des cultures biologiques, quoi. Mais aujourd'hui, son efficacité est pleine. Par contre, c'est un produit qui ne peut pas être utilisé en floraison. Et puis deuxièmement, son coût est aussi assez prohibitif par rapport aux gains qu'on peut arriver sur les légumineuses, quoi. Et donc avec ces dernières années, on a quand même des aléas sur la production. Alors sur protéagineux, on le comprend bien, on le conçoit, on voit bien sur d'autres cultures. Sur luzerne, depuis tout le temps, on a toujours eu des grosses variations de rendement qui vont de 1 quintal à 8 quintaux. La moyenne, on était un peu moins de 4 quintaux. La moyenne sur toutes les années de production, un peu moins de 4 quintaux. Et puis après, on raisonne plutôt en implantation, une luzerne qu'on implante sur 3 ans. On fait toujours le bilan, la moyenne de production au bout de 3 ans. Voilà. Et puis après, peut-être
laisser parler d'autres personnes si les autres. Michael est arrivé. Et puis après, je pourrais répondre à vos questions si vous le souhaitez. Alors, bon, bonjour, pardon. Merci beaucoup Arnaud l'Espagnol pour ce témoignage. Donc oui, Michael essaye de se connecter, c'est un petit peu difficile, mais moi je l'ai au téléphone, donc je vais pouvoir faire aussi le relais. Donc il essaye sur un autre mode. Donc on va quand même voilà, faire sa présentation. Donc, hop, si j'arrive à passer sur le diapo. Hop. Voilà, très bien. Donc, je vous l'ai dit, c'était une exploitation familiale donc située sur la commune de Marais. Sur les semences qui sont principalement produites, donc c'est des graminées, donc les dactyles, persil, trèfle violet, pois et maïs semences. Les points clés sur lesquels qu'on a évoqué ensemble, pour lui, c'était vraiment la gestion de l'enherbement, qui doit être réfléchie longtemps à l'avance, hein. Donc lui, il est parti sur une réflexion de 4-5 ans pour l'implantation de ces espèces-là, notamment pour éviter les problèmes pour être sûr d'avoir de la pureté. Il m'a expliqué aussi que les faux semis sont de plus en plus difficiles à réaliser. On a eu des étés, et notamment les 2 dernières campagnes qui étaient secs. Donc réaliser des faux semis dans ces conditions-là, c'est pas forcément facile. On a évoqué également le fait que de plus en plus, il y a des pertes d'homologation. Monsieur l'Espagnol en a parlé aussi, hein, notamment aussi de produits de désherbage, qui rend encore plus difficile cette gestion en fait de l'enherbement. Et aussi, il a eu alors cette campagne moins, mais la campagne d'avant, une restriction au mois de juillet de l'eau, donc qui a beaucoup pénalisé en fait cette production. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est difficile à gérer parce que c'est un risque qui est de plus en plus important, hein, la partie climat et sécheresse. Et les restrictions parfois arrivent tôt dans la saison. Également, ce qu'on a évoqué avec lui, c'est la partie les critères de qualité. Voilà, les établissements semenciers ont des critères de qualité de semences très stricts, hein, et parfois, c'est difficile de répondre complètement à ces critères de qualité. Alors, je ne sais pas s'il a pu se connecter, je l'ai au téléphone. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ah oui. Donc, il m'explique que l'année dernière, ils avaient eu des problèmes de taux de germination, notamment liés à ces critères de qualité. Voilà. Donc, ok. Ok. Donc, les problèmes de germination, c'était clairement dû au climat de 2019. En 2020, c'était meilleur. Mais son problème numéro 1 aujourd'hui reste, dans tous les cas, les problèmes de sécheresse. Cyril, si tu mets ton téléphone sur haut-parleur et que ça donne quelque chose ou pas? Bon, on va essayer, je vais essayer. Alors, j'ai mis le téléphone sur haut-parleur, peut-être qu'ils vous entendent. Je suis arrivé normalement. Ah oui, vous êtes arrivé, c'est ERL boîte. Est-ce que Marion, tu peux, s'il te plaît, le mettre ERL des. Voilà. Et là, vous avez activé le son et c'est bon normalement. Il n'est pas connecté au système audio. Si, c'est bon là. Normalement, on est là. Ah voilà, c'est On bon. vous entend. Très bien. Téléphone. Oui. Donc c'est bon, on vous entend. Merci beaucoup. Désolé pour les problèmes techniques. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, on est la famille Boîte, oui, voilà. Ça y est, on a réussi. Oui, donc ce que j'ai entendu un petit peu, donc là, c'est Michael.
C'est qu'au niveau d'enherbement, oui, faut vraiment faire attention. C'est de plus en plus compliqué à avoir des parcelles très très propres pour avoir le taux de pureté, enfin, qui soit bon, quoi. Le taux d'impureté est faible. Donc ça, c'est sûr que c'est très problématique. Et au niveau des phytos aussi, on a de moins en moins de phytos, donc bon, c'est quand même très compliqué. Et puis même en faisant tout ça, comme ça fait 2-3 ans que c'est des années de sécheresse, et ben c'est très difficile à faire des faux semis. Donc voilà. Parce que vous, c'était principalement le faux semis qui vous permettait justement de gérer la rotation plus le faux semis de gérer cette partie enherbement. Ouais, même, enfin, je dirais encore, c'est quand même les rotations, c'est quand même l'assolement qui est quand même hyper important quand même. Oui, il faut raisonner à plusieurs années d'avance et bien suivre nos parcelles. Mais je pense que pour toutes les cultures, ça sera comme ça maintenant, hein. Mais le climat nous aide pas beaucoup. Bon, malgré que nous, on est en situation d'irrigant, hein, que ce soit les deux exploitations, hein. Donc, de ce côté-là, on essaie de minimiser les problèmes. Par contre, c'est vrai que presque tous les ans, on irrigue le dactyle quand même. On y met entre 30 et 60 mm, ça dépend des années, hein, entre le mai et juin. Pour favoriser la pollinisation, hein. Et puis que ça monte à graines. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est Marion là qui parle, donc bonjour à tous les deux. Est-ce que vous avez une rotation type que vous pourriez nous décrire? On étudie, nous, en ce moment, rotation, là. Ça, c'est sûr. C'est pas facile. C'est pas facile, mais on étudie voilà, à plusieurs années d'avance. Vous savez, c'est comme les colzas de semences, hein, ça s'étudie d'avance. Et là, bon, Mais le dactyle, maintenant, on est quasiment obligé de le mettre sous couvert avec du tournesol. On fait plus avec du blé ni de l'orge, on est obligé de faire un printemps. Déjà, pour limiter les raies gras. Et les années d'avance, si on peut avoir derrière un maïs, derrière, vous voyez, des cultures de printemps qui viennent pour casser le problème raigrant vulpin, hein. On a les deux, raigrant vulpin. Sur 4-5 ans, il faudrait au moins 1 à 2 années de maïs ou de printemps, quoi, pour éviter les adventistes du dactyle, quoi. Ok. Alors, ce que je vous propose, merci beaucoup. Ce que je vous